Auditeurs, auditrices de la West Africa Democracy Radio, bonjour, bienvenue dans l'heure des citoyens qui est aujourd'hui à l'hôtel Azalaï, ici même à Dakar, où se tient un atelier de 3 jours organisé par WACSI, l'Institut ouest-africain de la société civile, en partenariat avec un certain nombre d'organisations, pour pouvoir discuter de la question de l'espace civique en Afrique de l'Ouest. Des constats ont été faits comme quoi l'espace civique se rétrécit de jour en jour en Afrique de l'Ouest, notamment dans des pays dirigés par des militaires. Alors, le débat est posé avec des acteurs qui viennent de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. 3 jours de débat autour de cette question, entre autres, et comment aussi parvenir à une synergie d'action entre les différentes OSC pour favoriser le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Nous en discutons dans cette émission avec 3 invités. Je vous les présente tout de suite. Je commence par l'extrême droite. À l'extrême droite, j'ai Djely Badiane. Elle est cofondatrice de Sénégal Vote et présidente de l'association Wambedemi. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup. Bonjour, bienvenue sur la West Africa Democracy Radio. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. Merci et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent sur la West African Democracy Radio. Merci. À côté de vous, Diarra Girassi, elle est journaliste, activiste et écrivaine. Elle nous vient de la Guinée. Bonjour Diarra. Bonjour à tous les auditeurs. Merci pour l'opportunité. Bienvenue. Et c'est toujours un plaisir de passer sur la West Africa Democracy Radio. Merci beaucoup. Ousmane Maïga est également là. Il est juriste, cofondateur de l'AGICAD. L'AGICAD, c'est l'association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, une association créée en 2014. Bonjour Ousmane. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Comment ça va? Oui, bien. Alors d'entrée de jeu, je commence avec Djely. Dès le premier jour, Djely, le constat fait état de l'évolution des OSC en vase clos, chacune dans son pays, alors que les pays partagent les mêmes réalités. Alors, est-ce un élément qui fragilise l'activisme pour le renforcement de la démocratie en Afrique de l'Ouest? Bien entendu, c'est un élément qui nous fragilise dans le sens où c'est la solidarité qui nous rend beaucoup plus forts. Nous avons des pays, déjà, on est dans un espace géographique qui est le même, on parle de l'Afrique de l'Ouest, avec ses particularités, ses peuples qui se ressemblent, ces peuples qui parlent les mêmes langues, qui ont les mêmes cultures et aussi... Avec l'évolution politique et sociale, nous avons les mêmes histoires. Nous sommes confrontés aux mêmes défis, presque, selon à quelques exceptions près. Peut-être au Sénégal, il y a pas encore il y a pas de régime militaire, dans d'autres pays aussi, mais nous sommes confrontés aux mêmes problématiques, surtout par rapport aux questions politiques, aux révolutions politiques et autres. Donc, ce qui veut dire que le fait de fonctionner en vase clos comme nous le faisons ne nous rend pas réellement service. Nous avons certains succès, mais nous faisons face à énormément de défis et énormément d'échecs. D'où la nécessité pour ce genre d'atelier de réunir un peu la société civile active ouest-africaine pour réfléchir sur les mécanismes de collaboration, sur les stratégies qui vont nous permettre de pouvoir travailler et collaborer en réseau et surtout aussi de pouvoir nous soutenir. Parce que l'idée de tout ça aussi, c'est qu'on puisse être solidaire et qu'on puisse développer des mécanismes de solidarité et de soutien entre organisations. Parce que on est fragilisé. On fait face à la montée de mouvements anti-droit, on fait face à la montée de l'extrémisme. Et l'Afrique de l'Ouest n'est pas un cas isolé. Je pense que c'est une tendance mondiale maintenant, les mouvements anti-droit. On recule par rapport à beaucoup d'acquis qu'on avait avant. Donc c'est normal qu'il faut aussi qu'on commence à réfléchir sur comment nous organiser, comment travailler ensemble. Et le fait d'évoluer en vase clos et en solo ne nous aide pas et surtout ne fait pas en sorte qu'on pérennise nos actions. Et surtout qu'on puisse avoir un mouvement homogène au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest. Djely Badiane a été on ne peut plus clair. Ousmane Maïga, au Mali, est-ce que vous sentez que l'AGICAD évolue pratiquement seul? Alors, c'est une très belle question vu le contexte dans lequel nous évoluons et aussi de très grands rétrécissements de l'espace civique, notamment en matière de citoyenneté active et de démocratie. Alors, AGICAD, c'est un mouvement social, mais en même temps une organisation structurée. Alors, je nous mettrais plutôt dans une organisation hybride qui essaye de combiner les deux parce que cela n'est pas exclu. L'objet même de la création des associations, c'est de défendre des causes. Et si nous devions de cette cause et faire d'autres
d'autres actions dans un autre sens, alors pourquoi existons-nous? Alors je ne dirais pas qu'AJCAD évolue totalement seul, mais il y a eu beaucoup de réticences, n'est-ce pas, ou des retraits d'organisations ou de personnes, individus, qui étaient d'abord au départ avec les idéaux de démocratie et de maintenir un régime civil à la tête de la nation, mais au fur et à mesure... Le changement de régime est passé par là? Oui, le changement de régime est passé par là, et alors il y a eu plusieurs mouvements hétéroclites qui se sont créés dans le temps et qui ont soutenu le régime militaire, mais de nos jours, nous sentons qu'il y a vraiment un changement et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent un changement carrément radical du système en place et qu'on revienne dans un système dans l'ordre constitutionnel. Alors, parmi ceux-ci, il y a certains partis politiques, il y a certains mouvements sociaux, il y a aussi des acteurs, des individus qui reviennent de plus en plus dans cette idéologie de revenir à l'ordre conditionnel, parce que nous avons vu que ce système dans lequel nous sommes actuellement n'est pas un moyen de sortie durable par rapport à tout ce qui est développement. Et c'est là-dessus que l'AJCAD se positionne. Exactement, et on se positionne là-dessus et nous appelons les autres acteurs à nous rejoindre aussi et à faire un mouvement d'ensemble qui nous permettra d'être plus résilients face à toutes ces contraintes politico-juridiques qui font face à la société civile dans notre pays ou dans nos pays comme en Afrique de l'Ouest. Et cela est un vrai challenge à relever, et cela ne passe qu'avec une collaboration, mais surtout une croyance ferme à la lutte que nous menons en tant qu'organisation de défense de la démocratie et des droits humains. Donc oui, il y avait peu d'organisations qui étaient vraiment concentrées sur ce processus de retour à l'ordre constitutionnel, mais aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent et il y a des voix qui demandent un retour. Alors, constitutionnel. C'est dit quoi? Et Diarra Guirassy, en Guinée aussi, les problèmes sont les mêmes? Oui, les problèmes sont les mêmes, et cette similarité, on l'a longtemps mentionné pendant ces 3 jours d'atelier. Il faut reconnaître que la solidarité à laquelle on appelle dans la sous-région devait pouvoir intervenir plus tôt, à mon avis, puisqu'il y avait des signes prémices qui se faisaient voir déjà. Donc, en Afrique, on n'a pas cette culture d'anticiper les choses, et maintenant, aujourd'hui, ça nous retombe dessus et on se met autour de la table pour pouvoir en discuter, ce qui ne va pas changer, ce qui a déjà été fait. Et je ne pense pas que ça pourrait avoir un impact direct dans un laps de temps. Donc il fallait justement avoir des discussions en amont pour pouvoir acter là-dessus et anticiper les choses. Ça pourrait peut-être éviter les problèmes qu'on connaît maintenant dans nos pays. Par exemple, en Guinée, la situation est à l'extrême. Il faut le dire, parce que toutes les voix dissonantes sont éteintes, et puis les mouvements, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les mouvements de protestation, on n'en parle plus. Vous savez, le FNDC qui dirigeait tous ces mouvements sociaux a été dissous, et donc c'est vraiment une problématique qui s'impose aujourd'hui et qu'il faille vraiment déconstruire et repenser, pourquoi pas, parce que si ces mouvements qui ont réussi justement à obtenir gain de cause par rapport au tripatouillage de la Constitution ou par rapport justement à la restriction de l'espace civique, je pense que si ces mouvements se sont rétractés, et les citoyens aussi se sont rétractés, et aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de dynamique à l'interne. Et cette solidarité, je pense qu'elle doit pouvoir intervenir en Guinée. Pourquoi? Mais d'une autre manière. Il faut former cette dynamique-là à l'extérieur pour pouvoir influencer les décisions qui se passent à l'interne en Guinée. Alors, Diarra, de façon pratique, Djely est à votre droite. Elle est au Sénégal au sein d'une organisation qui a quand même des succès dans ce domaine. Quel type de solidarité attendez-vous d'elle, par exemple? Alors, j'ai rencontré Djely à Abuja. On en a parlé à l'aéroport. Je lui ai même insufflé des initiatives qui pourraient amener un changement en Guinée. Je lui disais, pourquoi pas organiser quelque chose à Dakar, dans le but justement d'influencer les décisions qui se passent là, parce que à l'interne en Guinée, on n'a pas de moyen de coercition. Donc il faut qu'il y ait une solidarité à l'extérieur avec d'autres pays qui ont les mêmes problèmes pour pouvoir impacter de là. Parce que quand vous vous levez dans votre pays, vous envisagez de faire des actions, et le plus souvent vous êtes emprisonné, vous disparaissez. Et quand c'est comme ça, il va falloir
qu'il y ait d'autres personnes à l'extérieur qui peuvent faire quelque chose. Mais à l'intérieur, si tous ceux qui se lèvent pour pouvoir dire non à la restriction de l'espace civique et puis toutes les répressions à outrance qui se passent dans le pays, si vous vous levez, vous qui êtes les têtes, vous qui êtes beaucoup plus aptes à faire changer, si vous disparaissez, si vous êtes emprisonné, ça veut dire tout simplement que quand vous continuez, c'est que toutes les têtes vont tomber. Et là, il n'y aura plus de mouvement, il n'y aura plus de contestation et finalement vous laissez carte sur table pour ceux qui dirigent de réprimer leur peuple, de faire tout ce qui leur enchante. Et là, la situation, au lieu que ça ne se résolve, ça devient carrément chaotique pour la population qui empathie. Et pour confirmer ce qu'elle dit, nous à Dakar, on a tenu des manifestations, par exemple pour la disparition de Foningué et de Bilo, parce que pour nous, il était important qu'on soit le répondant de ces problématiques-là. En Guinée, ils ont des difficultés pour organiser des manifestations, des conférences de presse, pour mobiliser la presse déjà en Guinée en matière de médias. C'est déjà très critique parce que tous les médias qui ne vont pas dans le sens de l'état actuel sont mis de côté. Donc, beaucoup de médias ont été dissous. Voilà. Donc nous, à Dakar, à partir de Dakar, on a pu organiser une conférence de presse, on a organisé 2 même, qui ont été des appels à la mobilisation face à la disparition de Foninké, de Bilo, mais face à tout ce qui se passe comme restriction des libertés individuelles et des libertés d'expression en Guinée et même dans les autres pays. Donc il faut que ce type de collaboration-là, qu'on le cultive, que nos pays puissent aussi, en plus de servir de relais, mais qu'on soit le répondant en fait. Alors, pensez-vous avoir été entendu dans les cas que vous avez cités tout à l'heure? Ah oui. Déjà pour la couverture médiatique, vous devez savoir que tout ce qui était presse internationale n'existe plus en Guinée. Donc le fait d'organiser quelque chose sur la thématique de la Guinée à Dakar a mobilisé la presse nationale, mais surtout internationale. Ce qui fait qu'on a fait après énormément d'émissions, de reportages concernant la disparition de nos camarades. Mais aussi ça nous a permis au niveau du Sénégal de parler avec les organisations civiles de la société civile du Sénégal et de mieux les informer sur la situation de la Guinée. Parce que le fait de ne pas avoir de médias en Guinée, Diarra va me confirmer, nous donne un blackout. On ne sait pas ce qui se passe en Guinée parce qu'on n'a pas de médias qui nous dit réellement qu'est-ce qui se passe. Et c'est l'un des objectifs des dirigeants, ne pas savoir ce qui se passe. Exactement. Donc nous, c'était l'occasion aussi pour dire aux Sénégalais et à la société civile sénégalaise qu'il se passe quelque chose en Guinée qui nous concerne parce que nous sommes dans le même espace. Et on a pu mobiliser les doyens de la société civile comme Aluntine, comme Sidi Gassama de Amnesty, les organisations de jeunes et de femmes qui travaillent sur les questions d'engagement citoyen. Et on a eu du répondant. On a même pu faire une lettre ouverte, un courrier ouvert signé par une vingtaine d'organisations qui ont réclamé la libération de Biloba et de Foninké Mengué. Exactement. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut continuer à cultiver. Le faire pour la Guinée. La Guinée pourra le faire peut-être le faire pour le Sénégal dans quelques années, on ne sait jamais. Le faire pour la Gambie, la Guinée-Bissau et ainsi de suite. Créer ces synergies-là et qui deviennent des automatismes. Parce que la grande difficulté aussi, il faut le dire, c'est parce que ce n'est pas automatique que souvent c'est difficile à articuler. Nous, il nous a fallu par exemple peut-être 1 mois, 2 mois pour organiser la première conférence de presse pour parler de nos camarades qui sont disparus, alors qu'on les connaît très bien. Donc, vu qu'on les connaît très bien, on doit pouvoir avoir des mécanismes automatiques et ne pas perdre de temps pour pouvoir réagir. Et ça, ce sont les synergies qu'on va créer, les stratégies qui vont nous aider à avoir ces automatismes-là. Ousmane Maïga se sent un peu orphelin. À Bamako, il n'a pas senti ce type de chaleur, Djeli. Donc, je m'en vais lui demander, en dehors de ce qui a été dit, quels autres types d'actions coordonnées il faut pour que la démocratie continue de vivre, notamment au Mali? Oui, je pense qu'en plus des actions d'actions d'interpellation, de solidarité, un peu comme Djeli a expliqué, médiatique, je dirais plus ou moins. Il y a plusieurs options. Ensuite, il y a aussi des options d'aller plutôt vers des litiges stratégiques, qui vont permettre à des pays ensemble de porter une voix auprès d'une institution régionale ou internationale telle que la Cour africaine de justice ou l'Union africaine
africaine tout court ou encore auprès des Nations Unies, parce que il est très difficile pour un pays ou un citoyen activiste dans un pays de porter ce genre d'initiative seul. Alors s'il y a un mouvement et un mouvement plus solidaire, n'est-ce pas, il est plus facile d'aller vers ces genres d'actions de plaidoyer et qui peuvent amener des changements. Et même si vous le savez, dans les pays actuels membres de l'AIS, nous ne sommes plus dans la CEDEAO en quelque sorte, mais il y a aussi d'autres moyens de recours. Mais vos pays ont signé le statut de Rome qui crée la CPI, la Cour pénale internationale. Exactement, donc il y a plusieurs autres alternatives, mais comme je l'ai dit, nous sommes à un niveau de fragilité qui est relativement supérieur aux autres pays en termes d'organisation réglementaire, mais aussi en termes de recours en tant que tel. Donc du coup, il est important pour nous que sur ces mécanismes juridiques qui existent déjà, de pouvoir s'appuyer là-dessus. L'autre chose, c'est quoi? C'est aussi en termes de partage d'informations, c'est-à-dire partager les informations, parce que vous savez, très souvent... Que ceux qui sont au Sénégal partagent avec le Mali et vice-versa. La Guinée aussi, vice-versa. Exactement, parce que très souvent, nous avons plus d'informations sur le Mali et en Guinée, au Sénégal qu'à Bamako, très souvent, où nous avons plus d'informations sur nos pays dans les institutions ou au niveau international qu'à l'intérieur, très souvent. Mais aussi, ce qui peut être aussi très important, c'est de pouvoir aussi montrer à l'opinion sous-régionale et internationale que ce que relatent très souvent les médias locaux dans nos pays, surtout les médias d'État ou médias plus ou moins publics, ne reflètent pas la réalité dans les pays. Parce que quelqu'un qui regarde... Au Mali, on parle de traitement patriotique de l'information. Exactement. Et cela, malheureusement, est venu d'un responsable de médias à l'époque et aujourd'hui a pris une autre position parce qu'il voit que ça ne part pas dans leur intérêt. Donc, du coup, il est important que cette image qui essaye de lancer les régimes actuels dans nos pays, qu'il y ait aussi des moyens alternatifs pour communiquer sur les réalités. Parce que comme vous le savez, la presse est muselée. Et aussi, il y a même de l'autocensure que la presse fait parce que nous assistons comme chez vous, ici, un peu partout au Sénégal, en Guinée, à une certaine répression vis-à-vis de la presse qui amène certaines presses à s'autocensurer ou à se dire que bon, non, on va plus traiter de ce sujet. Et c'est aussi le cas par rapport aux organisations de la société civile en termes de solidarité. Je pense qu'il est très important aussi qu'il y ait cette chaîne de solidarité entre organisations de la société civile et mouvements sociaux. Alors, comment cela peut se manifester? C'est à travers des séances de partage d'expérience. Comme je l'ai dit l'autre jour, le premier jour de l'atelier, nous avons plutôt tendance à croire que les politiques partagent plus que la société civile. C'est-à-dire les autorités... On parlait des politiques qui s'échangent des notes. Exactement. Et plus que la société civile. Et tellement les décisions sont similaires. Exactement. Et voilà, vous avez vu, ce sont les mêmes scènes. C'est-à-dire, on sait demain... Bon, il y a un exemple récent. Le Niger a quitté l'OIF. Le Mali et le Burkina ont fait la même chose. Exactement. Et nous avons des graduations, autograduations au Mali, au Niger. Ne soyez pas surpris demain de le voir en Guinée ou encore ça s'est déjà passé au Burkina. Donc du coup, il est important qu'aussi en tant que société civile qu'il y ait ces échanges mutuels, ce partage d'expériences et pour pouvoir contrecarrer toute décision qui va à l'encontre des intérêts du peuple et des citoyens ouest-africains en termes de liberté, parce que c'est fondamental cette liberté et il est important que nous ayons des issues et que nous puissions nous faire entendre. On peut se faire entendre, les médias n'ont pas de frontières, les réseaux sociaux n'ont pas de frontières, on peut s'exprimer, on peut bien se libérer dans ses propos. Donc du coup, il est très important que nous essayons d'identifier des piliers comme ceci sur lesquels nous baser pour que cette solidarité inter-organisationnelle et intra-organisationnelle puisse être une réalité. Parce que quand je parle d'intra-organisationnel, il s'agit des organisations dans les pays. Parce que cela est un facteur qui est très important. Et inter-organisationnel et aussi à travers les échanges interpays. Parce que s'il n'y a pas une grande base au niveau des pays, il serait difficile d'arriver à un changement en tant que tel. Donc il faudrait pouvoir s'organiser, même s'il y a des contraintes, il faudrait créer des plateformes qui permettent aux ONG, aux OSC, aux mouvements sociaux d'échanger à l'interne et aussi connecter entre organisations dans d'autres pays. Diarra Guirassy, le piège, c'est qu'au lendemain de ce type de rencontre, il y a des résolutions qui sont prises. Et il y a des mécanismes de suivi qui sont carrément inexistants. Alors, comment éviter ce piège cette fois ?
Alors, il faut être suffisamment responsable. Ça, moi, je le dis comme ça. Il faut être suffisamment responsable pour pouvoir mettre en exécution les résolutions qui seront prises. Il faut aussi mettre en place des mécanismes de suivi pour voir qu'en est-il du degré d'application des résolutions, des recommandations qui ont été prises. Aujourd'hui, je pense que les bailleurs, les organisations, les acteurs, tous doivent se mettre dans la posture de pouvoir faire changer les choses, mais à cœur ouvert, pas dans le semblant. C'est pas une question ça doit pas être une question théorique aujourd'hui. La pratique doit être admise pour pouvoir changer la donne. Sinon, je ne pense pas qu'on aura une réponse, qu'on aura atteint les objectifs visés par rapport à la consolidation de la démocratie. Si vous voulez changer les choses, faites changer les choses avec le cœur, avec l'esprit. Il faut pas aller dans le semblant, il faut pas aller dans le conformisme. Il faut tout simplement se résoudre à dire oui, ça c'est un combat, c'est pas un combat pour l'autre, ça doit être un combat pour tous. Parce que quand l'espace civique est restreint, est réduit, c'est que c'est quelque chose qui va affecter nos peuples. Ça va affecter même nos actions. Et là, quand c'est comme ça, c'est la propagande qui va prendre place, parce qu'en Guinée, la méthode première reste aujourd'hui la propagande. Et vous avez les médias à grande écoute qui sont fermés. Aujourd'hui, le seul moyen pour avoir des informations, c'est la radio et la télévision d'État. Et là, il y a aussi un projet de création d'une autre télévision thématique. Ça, c'est pour pouvoir endoctriner. Et c'est aujourd'hui qu'il faut prendre en compte les résolutions qui seront prises, les recommandations qui seront faites. Encore une fois, anticiper pour pouvoir contrecarrer cela. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à un conformisme de la part de la société civile. Parce que quand j'ai écouté les uns et les autres par pays, je me suis rendu compte que la société civile a lâché les armes parce que, face aux répressions auxquelles elles font face, donc elles se conformisent tout simplement. Et ça, c'est un danger. C'est un danger non seulement pour la démocratie, c'est un danger aussi pour le peuple. Parce que seule la société civile peut hausser le ton et pouvoir amener un changement. Mais si cette société civile craint les répressions, craint les conséquences qui vont être engendrées et qu'elle se résigne, je me demande quel sera le moyen efficace pour pouvoir protéger nos peuples, leurs biens, nos peuples, la démocratie. Ça, c'est une question que je me pose parfaitement. Donc aujourd'hui, si on ne prend pas en compte ces résolutions, c'est que demain, après-demain, on va encore se retrouver dans un cadre tel que ce que nous sommes en train de voir maintenant, pour encore discuter des mêmes problèmes, des mêmes mécanismes et faire les mêmes recommandations qui, encore une fois, seront rangées dans les tiroirs. Si les bailleurs ont à cœur de pouvoir aider à changer la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, je pense que le bailleur doit pouvoir mettre toute son énergie dans la mise en œuvre des résolutions ou des recommandations prises lors des ateliers régionaux ou sous-régionaux, des ateliers régionaux et sous-régionaux pour pouvoir impacter la situation et changer, pourquoi pas, la donne. Djely Badiane, comment éviter le piège de l'immobilisme au lendemain de ce type de rencontre? Je crois qu'on a assez fait, avec Diarra, on en a discuté pendant longtemps, et avec Sali aussi, parce qu'on a participé à beaucoup d'ateliers sur comment bâtir des solidarités, comment créer des synergies et autres. Je pense qu'on sortira d'ici avec des stratégies concrètes, des idées concrètes, parce que là, actuellement, on a assez fait de situations de référence. On sait maintenant ce qui se passe dans nos pays, dans les différents pays. Le diagnostic a été posé. Le diagnostic a été posé. Il y a des situations de référence. On sait ce qui se passe au Ghana, au Nigeria, en Guinée, au Niger, au Burkina, au Sénégal. On sait. Maintenant, il faut passer aux actes. Et ça, il y a deux choses, il y a deux leviers sur lesquels je pense qu'il faut sur lesquels il faudra travailler. C'est comment dans l'espace CEDEAO que nous partageons, comment nous allons créer des mécanismes dynamiques. Parce qu'aujourd'hui, on a Internet, mon ami du Mali l'a dit, le fait de couper les médias ne devrait plus être un blocage.
parce qu'on a un outil très puissant qui est Internet et qui nous permet de challenger ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Et ça me permet de venir sur un point qui est très important, que l'on oublie souvent dans nos mécanismes, c'est la diaspora. Notre société civile aussi est établie dans la diaspora parce qu'on a beaucoup d'activistes, beaucoup d'acteurs de la société civile qui sont exilés ailleurs et qui peuvent être dans leur exil de vrais points d'ancrage de la stratégie. Et dans le cas du Sénégal, ils se sont montrés utiles. Exactement. Nous, il faut le dire, l'un des leviers qui nous a aidés à sortir de la situation hyper préoccupante pendant laquelle on a été ces dernières années, la diaspora y a beaucoup contribué. C'est la diaspora qui a été notre relais à l'international quand il y a eu les coupures d'Internet, quand il y a eu les coupures de signal, énormément de choses. Donc la diaspora nous a permis. Et cette diaspora-là, elle existe. On a énormément d'activistes ouest-africains qui sont dans la diaspora. Et Internet, c'est un outil qui permet de pouvoir continuer à faire le plaidoyer. Mais il faut qu'on sorte aujourd'hui ici avec des stratégies très claires, avec une vision de ce que nous voulons faire dans le court terme, le moyen et le long terme. Et ça passe par quoi? Il faut qu'on ait une organisation ou bien un mouvement sous-régional très fort et dynamique. Il faut qu'on pose les jalons d'une organisation de la société civile qui regroupe toutes les entités. Genre Alliance des OSC, de l'Afrique de l'Ouest ou autre chose. Si c'est trop lourd, si c'est trop fardeau, il faut qu'on trouve le mécanisme en tout cas. Parce qu'on sait ce qui n'a pas marché. Moi, je ne suis pas très fan des organisations fêtières parce qu'on sait la lourdeur de fonctionnement. Mais on a des mécanismes ouest-africains qui ont fonctionné. Il faut se baser sur ça pour définir le cadre de travail pour que ça soit moins lourd, mais que ça ait du répondant. Qu'un activiste, un membre de la société civile de la Guinée puisse avoir du répondant à partir de Dakar. Quand chez elle, il n'y a pas de médias internationaux. Idem pour le Burkina, pour le Niger, et ainsi de suite. On est des pays frontaliers. Aujourd'hui, pour aller en Gambie, c'est 20 minutes de vol. La Guinée, c'est à 1 heure et quelques de vol de Dakar. Bamako est à 1 heure de vol. Ce sont des choses qu'il faut tourner à notre avantage pour que dans nos pays, qu'on puisse créer des dynamiques de réceptacle vice-versa. Et surtout qu'on aille vers des solutions. Est-ce qu'il faut un plan d'action coordonné, Djely? Il faut un plan d'action coordonné. Parce qu'on a beaucoup parlé de stratégie, de mécanismes, de possibilités. Il faut passer au plan d'action. Et ce plan d'action doit être coordonné entre les différentes organisations de la société civile dans les différents pays qui sont représentés, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest. Et surtout, ne laisser personne en rade. C'est des questions qui concernent tout le monde, tous les citoyens de l'Afrique de l'Ouest. Et on a toujours dit que l'Afrique de l'Ouest, ensemble, on pèse plus et on agit mieux. De quel type de soutien avez-vous besoin? Soutien externe? Parce qu'il y a des parties prenantes qui ne sont pas typiquement ouest-africaines. Exactement. Et là, c'est surtout par rapport aux... J'imagine que vous parlez des bailleurs de fonds. Je ne veux pas utiliser le terme communauté internationale. Oui, c'est vrai que ce n'est pas le terme que nous aimons réellement, mais c'est toutes les entités qui appuient et aident à la démocratie. Cette résilience-là, nous en avons besoin dans nos pays, dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est parti pour des années d'instabilité. On a vu ce qui s'est passé au Niger hier. C'est de l'instabilité qui s'installe et dans la durée parce que c'est des points d'interrogation. Un régime militaire qui s'installe pour 5 ans, on ne sait pas dans 2 ans, dans 1 an, est-ce qu'il n'y aura pas un coup d'État même qui va encore chambouler le pays et on rebolote, on recommence. Ce qui fait qu'on a besoin de la communauté internationale, mais aussi on a besoin vraiment de structurer, d'avoir un plan d'action commun, coordonné, mais de pouvoir le financer. Et derrière, c'est l'occasion aussi de faire appel à toutes les organisations et aussi à notre diaspora. Il faut que nos diasporas contribuent. Le Sénégal a réussi à faire en sorte que sa diaspora contribue à l'effort de militantisme. Il faut qu'on développe ces mécanismes-là qui permettent de solidifier nos actions, mais il faut que les bailleurs de fonds, ce que vous appelez la communauté internationale, puissent appuyer ce genre d'initiative dans l'objectif que nous avons besoin de créer une synergie ouest-africaine et rien d'autre. Diarra Guirassy, même réflexion? Non, pas totalement. En ce qui concerne quel type de soutien externe? La communauté internationale. Moi, je pense que le changement doit pouvoir s'opérer à l'interne. Le fait d'attendre que l'aide vienne de l'extérieur, ça pourrait être beaucoup plus
là où ça peut être un piège. Et qui paye pour recommander aussi. Exactement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu justement de faire un travail à l'interne et se parler en tant que peuple africain, se parler pour pouvoir trouver des solutions. Parce que nous, en tant qu'Africains, nous connaissons mieux nos problèmes, nous connaissons leur genèse. Et quand c'est comme ça, on est très apte ou très prompt à trouver des solutions qui s'y est. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème est connu de tous. Tout ce qui reste à faire, c'est pouvoir trouver des solutions adaptées à ces problèmes. Et aujourd'hui, nous avons compris que les pays du Sahel traversent les mêmes difficultés, ont les mêmes problèmes, les mêmes situations s'imposent. Et aujourd'hui, c'est comment mettre ensemble les acteurs à tous les niveaux, créer un cadre inclusif pour permettre à chacun de s'exprimer, puisque le problème est connu, que chacun propose des approches de sortie de solutions. Et avec ces approches, je pense que ça pourrait être quand même facile de pouvoir appréhender la chose et de pouvoir se positionner. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de positionnement par rapport à la crise qui s'impose. Aujourd'hui, on a comme l'impression que nous connaissons les problèmes, mais nous restons passifs. Nous restons passifs envers ces problèmes. Et aujourd'hui, je pense que quand il y a un problème qui se passe dans un pays voisin, on doit être suffisamment réfléchi, aguerri pour pouvoir prendre en considération ce problème qui se passe et comprendre que ce problème pourrait avoir des ramifications chez nous. Et quand c'est comme ça, quand vous vous sentez intéressé par ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe chez les autres, je pense que ça vous interpelle beaucoup plus et ça peut vous amener à vous positionner, mais de la plus bonne des manières et de pouvoir anticiper les choses. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a lieu aujourd'hui de mettre ensemble tous les acteurs pour pouvoir discuter, pas des problèmes désormais, parce qu'on a assez perdu du temps en parlant des problèmes que nous connaissons déjà en amont. Il faut s'atteler sur les solutions. Des solutions adaptées aux réalités. Des solutions adaptées aux réalités. Parce que quand on vous dit aujourd'hui que, selon une étude de Afrobaromètre, 70% des Africains ne croient pas à la démocratie, lorsqu'on vous dit aujourd'hui que selon une étude d'Afrobaromètre, 70% des populations africaines ne croient pas en la démocratie. Je pense que c'est un véritable problème. Ça devrait interpeller pour pouvoir stimuler l'esprit de ces 70%, pourquoi pas, en essayant de leur expliquer qu'il y a vraiment un véritable problème qui s'impose et qu'est-ce qui fait justement qu'il y a un grand nombre de réticences par rapport à ce modèle de démocratie. Ça, c'est une question à poser parce qu'aujourd'hui, il y a une partie de la jeunesse qui pense qu'il faut repenser le modèle de démocratie en Afrique tel qu'on le voit. Ousmane Maïga, quel type de soutien externe à la lutte pour le renforcement de la démocratie et surtout de l'espace civique? Oui. Alors, parlant un peu des partenaires techniques financiers, je pense que le modèle d'appui, de soutien aux organisations de la société civile doit évoluer et doit carrément changer. Vous pensez qu'il est un peu problématique? Problématique et archaïque. En quel sens? En quel sens? Dans le sens où les orientations sont très souvent fixées dans des stratégies de ces pays et qui viennent avec ces stratégies. Donc vous pensez que les propositions doivent partir de la base? Exactement. Et être appuyées vers le sommet? Exactement. Donc ce ne sont pas aux ONG, aux OSC locales de travailler pour l'atteinte de stratégies de tel ou tel pays, dans mon pays par exemple. Mais plutôt le contraire, c'est aux ONG, aux locaux de penser les problèmes, de les réfléchir et de faire sortir des propositions. Et de dire quel type de soutien ils ont besoin. Ils ont besoin. Parce que nous avons plutôt tendance à avoir plus des prestations de services que des projets de changement et de conviction en tant que tel. On signe un contrat, voici les indicateurs, tu fais l'activité, bon voilà, c'est fini. Non, ce n'est pas le besoin qui est là en réalité. Il faut décoloniser l'aide publique, il faut carrément décoloniser tout le système pour qu'on puisse arriver à des sociétés civiles qui sont autonomes et qui gardent leur crédit. Pourquoi? Parce que très souvent,
quand les organisations de la société civile s'engagent dans des luttes, ces luttes sont très souvent attribuées à des pseudo-supports internationaux qui le font pour leur intérêt. Alors qu'en réalité, dans nos organisations, nous savons que quand un partenaire vient avec des suggestions de projets et tout, nous avons le droit de dire comment on veut que ça se passe, comment on voit les activités et comment on voit aussi l'atteinte des objectifs. C'est aussi d'une part parce qu'il y a un certain niveau de partage, n'est-ce pas, de conviction. Mais c'est pas tout le monde qui peut voir cela. Parce que les gens pensent que toujours que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Ouais. Et alors, cette tendance doit changer. On doit plutôt venir avec des appuis très flexibles qui permettent à ces OSC de résister dans le temps et de pouvoir se construire et construire des véritables mouvements qui durent dans le temps et qui peuvent aussi faire des actions avec ou sans l'appui extérieur. Et ensuite, en plus de cela, les appuis extérieurs, ça peut aussi être, comme on l'a dit tantôt, les juridictions internationaux et sous-régionaux, mais aussi l'appui de la diaspora qui a été abordé, parce que très souvent, dans nos pays, la diaspora est très attachée parce que au vécu des citoyens sur place. Pourquoi? Parce que ils se disent j'aurais dû être là-bas, j'aurais pu être là-bas et j'aurais contribué. Alors, mais cependant, nous avons constaté aussi dans des pays comme le Mali qu'il y a beaucoup de désinformation qui viennent souvent de la diaspora ou de la pseudo-diaspora panafricaine ou voilà qui s'asseyent et qui parlent des contextes qu'ils ne maîtrisent pas du tout et qui arrivent aussi à créer la psychose chez les gens et aussi à plus mobiliser les gens à encourager ou à soutenir des régimes autocrates. Donc du coup, il est important que l'autre diaspora qui croit vraiment à la démocratie, à la citoyenneté active, à la liberté, puisse aussi s'exprimer, puisse aussi prendre la parole, puisse aussi dire ce qu'ils pensent, n'est-ce pas, de la situation dans les pays et aussi avoir des positionnements coordonnés avec les organisations qui vivent les réalités et les individus qui vivent ces réalités et qui empathisent vraiment et qui payent le prix. On va faire un dernier tour de table. Djely Badiane, le miracle sénégalais. Vous étiez au cœur de l'action. Alors, quels enseignements peuvent aider la Guinée, le Mali et bien d'autres pays qui aujourd'hui font face à des enjeux, à des défis liés à la démocratie, à la fragilité de la démocratie, liés à la restriction de l'espace civique? Quels enseignements pour aider ces pays frères? Déjà, moi, je ne suis pas très à l'aise avec le mot miracle dans le sens où ça enlève toute l'humanité, tout ce que les gens ont fait pour qu'on puisse y arriver. Quel mot aussi est le plus? C'est la résilience du peuple sénégalais. D'accord. Ça a été une vraie démonstration de force et de résilience. Parce qu'il faut savoir que ce qui s'est passé en 2024 a été une crise qui a commencé en 2021. Et en 2021, on sortait de la crise sur le Covid. Ce qui veut dire qu'il a fallu qu'on soit extrêmement résilient pour arriver à ce résultat-là. Ça n'a pas été le résultat de 2 semaines de combat. C'était de 2020, on a eu la crise Covid. Puis la crise Covid, la crise politico-judiciaire qui s'en est suivie. Donc ça a été 4 années de bataille. Donc ça a été la résilience du peuple sénégalais face à l'oppression, à la restriction des libertés individuelles, à cette volonté de tripatouiller notre démocratie, notre constitution et énormément de choses. Et ça nous a valu énormément de morts, énormément de personnes en prison. Il faut qu'on rappelle ces faits-là. Ça n'a pas été facile. Ce n'était pas un miracle qui est arrivé avec un coup de baguette, mais ça a été des années et des mois de travail et de combat. Maintenant, nous, je pense qu'on a eu 3 leviers essentiels qui nous ont permis de sortir de cette situation. Le premier levier, c'est qu'on a une société civile très forte. Ça, il faut le dire. On a une société civile très forte qui a été avant-gardiste. C'est-à-dire, vu notre passé, on a eu l'alternance de 2000, l'alternance de 2012. Ça a été de bonnes leçons pour nous, pour anticiper sur certaines choses. Et cette société civile-là a profité aussi de tout ce que Internet a donné pour pouvoir développer des mécanismes de communication qui ont permis, même à l'époque où c'était vraiment critique avec les coupures d'Internet, avec les blackouts, même sur l'électricité, qu'on puisse trouver des mécanismes qui nous permettent de rebondir. Ça, c'est un premier aspect, la société civile. Le deuxième aspect, c'est la diaspora. Je reviens tout le temps sur la diaspora parce que nous, ça a été d'un apport. On se taquinait souvent sur X quand on inondait
la toile de nos revendications. Quand on partait dormir, on disait à la diaspora d'Amérique du Nord, prenez le relais parce qu'eux, ils faisaient encore jour chez eux. Et c'était des blagues, mais c'était une réalité. Ils prenaient le relais. Derrière aussi, on a su financer nos actions grâce à la contribution de la diaspora qui a montré aux Sénégalais que quand on veut quelque chose, il faut aussi y mettre du sien. Les grandes campagnes de crowdfunding qui nous a permis d'avoir les moyens de faire ce que nous faisons. Donc, vous n'avez pas attendu forcément des soutiens extérieurs? Non, pas du tout. Des bailleurs qui arrivent, qui soutiennent la lutte? Pas du tout. On a eu une vague de crowdfunding de notre diaspora qui a commencé dans la diaspora et qui a permis même ici au Sénégal de faire comprendre aux citoyens que si on veut quelque chose, il faut que chacun y mette du sien. Son 1000 francs, c'est là où même on a eu le développement des plateformes comme Copar Express et autres, les plateformes de crowdfunding typiquement sénégalais. Mais c'est ça en fait qu'il a développé, ce vouloir politique-là. Et c'est cette diaspora qui a insufflé ça parce qu'ils ont montré qu'ils sont loin, mais la meilleure manière pour eux de contribuer aussi, c'est de mettre leur argent. Et ça, les Sénégalais après l'ont suivi parce que nous, au niveau national, après, c'est ce qu'on a fait. On a participé, on a mis notre argent, on a attendu personne pour faire nos manifestations, on a attendu personne pour faire nos communications, pour acheter de l'espace et faire tout ce qu'il faut. L'autre chose aussi, c'est tout ce qu'on a comme appris du passé. Vous savez, la résilience ne se décrète pas. C'est qu'on a eu un historique qui a fait que il fallait qu'on ancre cet historique-là dans l'imaginaire sénégalais. Que cette résilience-là, qu'on démontre qu'elle est nôtre et que on tient tellement à notre démocratie que le rempart-là qu'on s'est fixé, il ne faut pas que ça se rompt. Le dernier levier, c'est qu'on a une armée républicaine à 100%. Aujourd'hui, je pense que ce qui s'est passé au Sénégal dans les 4 dernières années, si c'était dans un autre pays, on serait tombé dans un régime militaire. Et ce ne sont pas des appels qui ont manqué. Et ce n'est pas des appels. Et même à un moment donné, il y a une certaine partie de la population sénégalaise qui a carrément diabolisé l'armée. On en a voulu à l'armée pour certaines franges de la population en leur disant, vous ne prenez pas vos responsabilités. Et l'armée a fait des communiqués pour montrer sa neutralité. Exactement. L'armée a fait un communiqué pour dire que nous ne gérons pas vos affaires politiques. Et ça, c'est une force aussi de dire que nous avons une armée républicaine qui va protéger ce pays quand le pays est en danger, mais qui ne va jamais se mêler des affaires politiques. Et ça, c'est quelque chose de très fort, un signal fort dans l'Afrique de l'Ouest où on a des régimes militaires un peu partout. Je pense que ce sont les 4 leviers qui nous ont permis vraiment de sortir de cette situation et aussi de penser à l'avenir. Parce que tout ce qu'on a fait nous a permis de nous dire, on l'a fait avec Wade, pour Wade, contre Wade, on l'a fait contre Macky, il ne faudrait pas qu'on le refasse. Il faut qu'on mette les garde-fous nécessaires pour qu'on règle ces histoires. Donc de le combat se poursuit. Le combat se poursuit. Le combat se poursuit. Et ça, c'est pour mettre les garde-fous. C'est-à-dire, il est impensable que le Sénégal, qu'on ait encore des manifestations et des morts pour l'histoire de 3e mandat. C'est fini. Abana Gassi, comme on dit chez nous, c'est fini. C'est un débat qui ne va plus jamais se poser. On a 80 personnes qui sont mortes dans les manifestations et plus jamais on va avoir ce débat de 3e mandat. C'est 2 mandats, point finito, les gens ils s'en vont. Maintenant, Diarra a dit quelque chose qui est important pour moi, sur lequel même nous, les organisations de la société civile, on ne se focalise pas. Il faut qu'on repense la démocratie. Parce qu'on a une jeunesse qui arrive. Il faut qu'on s'assieye et qu'on C'est quoi, la tropicaliser? Il y a quand même des principes universels. Je ne pense même pas de la tropicaliser. Pourquoi la tropicaliser? Si on la tropicalise, ça veut dire qu'on l'a importée. Alors que nous, on a des systèmes politiques qui datent qu'on a dans nos communautés depuis que nos communautés sont là. L'Afrique n'est pas un continent du néant. Donc quoi, tourner dos aux principes universels ou comment ça va se faire, C'est pas tourner dos aux principes universels, c'est coller la démocratie à nos réalités vraies. C'est-à-dire, il ne faut plus qu'on soit dans cette dynamique. Aujourd'hui, on parle de démocratie et de 2 mandats. Mais l'Allemagne a atteint un niveau où Angela Merkel a fait 5 mandats. Ouais. Il faut qu'on pense... Et elle n'a pas fait de forcing. Elle n'a pas fait de forcing. Il faut qu'on pense aussi à coller la démocratie par rapport à nos réalités et par rapport à notre historique. Aujourd'hui, personne ne peut apprendre à un pays africain. Oui, mais Diarra, ça reste un discours. Comment parvenir à la matérialisation de ce que vous dites? C'est la réflexion, parce que nous avons l'Afrique des peuples, l'intelligentsia africaine qui étudie et qui réfléchit sur cette problématique de est-ce que la démocratie qui est proposée au peuple actuellement est la démocratie qui convient à cette jeunesse-là? Aujourd'hui, si on assiste à la montée des mouvements anti-occidentaux, c'est parce qu'il y a une remise en question
de qu'est-ce que c'est que la démocratie. Et aussi, il faut analyser la démocratie telle que ça nous est vendu aujourd'hui. Ouais. Depuis 60 ans, on parle de développement. Et il y a une montée des extrêmes, une montée de l'autoritarisme. De l'autoritarisme. Dans des contextes démocratiques. Il faut qu'on repense. Et surtout, on a une montée aussi de l'extrémisme, mais aussi de la dictature, voilée sous le coup de la démocratie. Hier, on a eu l'exemple du Bénin, du Bénin, et du Togo. Du Togo. Qui le Togo, tout le monde pense que c'est démocratique, c'est voilé sous le coup de la démocratie, mais on sait que c'est un régime familial qui est là depuis 40 ans, 50 ans. Donc, il faut repenser cette démocratie, et ça, c'est des réflexions profondes. Avant de parler d'action, il faut réfléchir. Il faut réfléchir et surtout recueillir l'avis des populations, parce que tout ce qu'on est en train de faire à la fin de la journée, on le fait pour nos populations. Est-ce que nos populations aussi ne méritent pas à l'heure actuelle où Internet existe, où les gens étudient, où les gens savent ce qui se passe à travers le monde, qu'on propose à nos populations des solutions pérennes qui collent à leur histoire et à leur vécu et à leur réalité. Ouais. Ça, c'est des choses sur lesquelles... Et surtout qui conditionnent l'avenir. Et qui conditionnent l'avenir, parce que le besoin de développement est réel. Les populations africaines veulent se développer. On ne veut plus rester en rade. On a des ressources, on a prouvé que démographiquement, on est fort. En matière de ressources, on est fort. En matière d'intelligentsia, on est fort. La jeunesse africaine maintenant n'est plus attentiste. D'où même là, il y a un déphasage, et on le dit ici au Sénégal. On a une jeunesse qui est bien au devant de ceux qui les dirigent. La jeunesse africaine est très loin devant, dans la réflexion, dans les actions, dans l'entrepreneuriat, que les personnes qui les dirigent. Et nous méritons de pouvoir mettre en place des mécanismes de développement basés sur une démocratie participative, mais inclusive, qui va nous sortir et nous stabiliser dans une situation sur laquelle on ne va plus revenir à nos combats d'avant. En tout cas, pour le Sénégal, moi, en tant qu'activiste, mon combat est que tout ce qu'on a fait pour faire partir Wade, pour une histoire de troisième mandat et de confiscation du pouvoir, tout ce qu'on a fait pour une histoire de troisième mandat contre Macky et aussi de confiscation du pouvoir, on ne va plus le refaire. On ne va pas faire 203, on ne va pas faire une troisième révolution. Je suis désolée, on en a déjà fait assez. Il y a eu assez de morts et on ne va pas passer notre temps à faire ce genre de révolution. Diarra Guirassy, tout ceci, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que Guinéenne? Alors, quand j'écoute Djali, je suis tellement impressionnée par le mécanisme mis en place pour pouvoir contrecarrer les troisièmes mandats au Sénégal. Et je pense que c'est un peuple qui force l'admiration, ça il faut le dire, dans la sous-région, puisque c'est un peuple qui conjugue le même langage. Et dans le contexte dans lequel nous sommes, mon pays se trouve, ça va être très difficile de pouvoir mettre en œuvre. Pas impossible. Mais pas impossible, mais ça va être difficile parce qu'il y a un travail à faire sur ce peuple-là. Sur les mentalités. Sur les mentalités, qui n'est pas suffisamment conscient du danger, de ce qui les guette. Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez... Parce que la question ethnique intervient beaucoup en politique. Exactement. Et c'est le peuple qui est instrumentalisé. Comment déconstruire cela de leur esprit? C'est cela le véritable problème à faire. Comment œuvrer pour une seule et même Guinée? Exactement, ça c'est un problème qui se pose. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je dois peut-être concilier tout ce que Djali a dit dans un ouvrage ou je ne sais quoi, mais je pense que ces réflexions sont tellement bien faites que on doit peut-être pouvoir faire recours au modèle sénégalais pour pouvoir faire changer les choses en Guinée. Mais je sais que dans un contexte où vous avez même des journalistes qui commencent à faire de la propagande, qui soutiennent une junte au pouvoir qui est arrivée par effraction, je pense que ça va être difficile, mais comme on le dit souvent, l'espoir est permis. Il y a quand même certaines personnes, d'autres qui ont compris que c'était pas légitime de pouvoir laisser les militaires faire ce qu'ils veulent, s'éterniser au pouvoir. Et je pense qu'avec l'apport de ceux-ci, avec cette synergie d'action de ceux qui ont compris, on pourrait faire comprendre aux autres que la Guinée n'appartient pas à une seule personne. Nous sommes tous des Guinéens. Je mérite d'être un jour présidente de la République. X mérite d'être à cette place et Y. C'est pas quand même concevable que des personnes, des individus sortis de nulle part, qui
comme le disait Djali, qui n'a peut-être même pas ce côté intellectuel accentué, qui vous malmène, qui vous traîne dans la boue. C'est pas du tout normal. Nous sommes un peuple intellectuel, un peuple d'intelligentsia qui sait suffisamment ce qu'il veut. Et je pense aujourd'hui qu'il faut peut-être stimuler l'éveil de conscience et avec cela, on pourra peut-être changer les choses. Pourquoi pas? En tout cas, l'espoir est permis, mais je ne sais pas si ça va intervenir dans... Diarra, il reste engagé. Je reste engagé comme toujours. Moi, je travaillais pour un média qui a été fermé et ce n'est pas pour autant que je l'ai bouclé, je l'ai fermé. Je me suis reconverti et je pense que d'autres personnes vont comprendre que il faut cette reconversion pour pouvoir dire non. Vous ne pouvez pas nous dire tout simplement de la fermer et qu'on accepte cela. C'est vrai que même dans le milieu familial, avec tout ce qui se passe, vous faites face à des remontrances, à des chantages émotionnels, mais c'est pas pour autant qu'on lâche, puisque ce pourquoi nous nous battons, c'est pour le bien de tout un peuple. C'est pour aussi le bien et de futures générations. De la génération future. Et je pense que aujourd'hui, peut-être certains vont vous prendre pour des éternels incompris, mais après, un jour viendrait, ils comprendront que vous vous êtes battus pour une cause noble. Et cette cause, c'est pouvoir accentuer la démocratie, cultiver l'état de droit, et puis l'alternance, pourquoi pas. Ousmane Maïga, même aspiration. Vous avez écouté l'exemple du Sénégal. Je pense que il y a des réflexions qui reviennent à chaque fois ou des assertions qui reviennent à chaque fois, comme si l'Afrique en tant que telle est étrangère à la démocratie. Alors que cela n'est pas du tout vrai. Nous sommes une organisation, nous sommes un peuple. La charte de Mandé. La charte de Mandé, par exemple, après le Magna Carta de 1212, à peu près la charte de Mandé de 1235 ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, c'est comme disait Djeli, la démocratie existait déjà. Donc, du coup, il faudrait qu'on arrive à déconstruire. On se souvient de l'Aba Palabre aussi. Exactement. Donc, il est important qu'on arrive à déconstruire cette mentalité que la démocratie est un élément qui est importé au fait et qui vient de l'Occident. Non, pas du tout. Alors, quand on arrivera à cela, il faudrait aussi que nous montrons aux gens, parce que c'est quoi le débat actuel? Chacun dit, je ne suis pas d'accord avec la démocratie, je ne veux pas de la démocratie. Mais quand on leur demande quelle alternative vous proposez, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est de mieux travailler cette démocratie, c'est de mieux renforcer cette démocratie et surtout de pouvoir dissocier la démocratie à la mauvaise gouvernance. Parce que c'est quoi la mauvaise gouvernance? C'est l'indiscipline vis-à-vis des textes que nous nous sommes imposés nous-mêmes. Et quel que soit le type de régime que nous mettons en place, tant que nous ne respectons pas les textes que nous votons, que nous mettons en place, nous serons toujours dans cette anarchie, dans cette situation très difficile pour le peuple et aussi pour l'État en tant que tel. Donc du coup, il est important pour moi que dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, que nous puissions tirer les leçons des vécus des uns et des autres, mais aussi pouvoir voir comment communier en tant que communauté d'action collective pour pouvoir arriver à maintenir ce système démocratique et en le renforçant, mais aussi tout en faisant attention, parce que tout ce qui était pratique dans le temps n'est pas forcément applicable à cette époque que nous sommes Il faut toujours tenir compte du contexte. Du contexte, l'actualiser, contextualiser à chaque fois et pouvoir se dire oui, si auparavant nous n'avons pas d'exemple, une cour de compte pour faire la transparence, oui, on le met en place, c'est un bon mécanisme. S'il faut intégrer les légitimités traditionnelles dans les Sénats ou dans certaines institutions et qu'on y réfléchisse bien mûrement et qu'on trouve que oui, mais il faudrait qu'on reste dans les principes de la démocratie. Parce que depuis tout le temps, j'ai toujours entendu que peut-être que c'est pas un bon régime, c'est pas un bon système politique, mais l'alternative reste encore la démocratie. Donc nous ne pouvons pas nous en passer. Donc il faut bien le faire, il faut respecter, il faut être discipliné vis-à-vis des règles que nous mettons en place. Il s'appelle Ousmane Maïga, il est juriste cofondateur de l'AJICAD. L'AJICAD, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, association malienne créée en 2014. Merci à vous Ousmane, c'était un plaisir de vous avoir eu. Nous étions également avec Diarra Girassi, journaliste
journaliste et activiste écrivaine guinéenne. Merci. Merci Djaraï. beaucoup, c'est un plaisir. Ouais. À côté également, il y avait Djeli Badiane. Elle est cofondatrice de Sénégal Vote et présidente de l'association Wa Mbedemi. J'espère que je prononce bien. La prononciation est top. Merci beaucoup pour la première. Merci beaucoup. Chers auditeurs, c'est terminé pour cette émission spéciale que nous avons enregistrée à l'occasion de cet atelier organisé par l'Institut ouest-africain de la société civile. Un atelier pour réfléchir autour de la démocratie, l'état dans lequel la démocratie se trouve en Afrique de l'Ouest et surtout parler de l'espace civique qui se rétrécit de jour en jour dans plusieurs pays. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent moment sur la West Africa Democracy Radio. Gardez la forme. Au revoir.